Vers où s'oriente la guerre? L'heure des grandes décisions, notamment à Washington, où l'on prépare visiblement dans l'ombre de la diplomatie une opération terrestre en Iran. Elle serait limitée dans le temps et dans l'espace, quelques semaines, et pour une sélection de cibles hautement stratégiques. Objectif privé, le régime de ses leviers de pression sur le commerce de pétrole et éviter surtout l'enlisement. Enjeu mondial, Téhéran dit attendre les Marines de pied ferme et poursuit ses salves en attendant de missiles balistiques contre le territoire israélien. Dégâts et blessés à signaler dans la région de Beersheva, alors que Tsahal semble progresser. On le verra dans le sud du Liban face au Hezbollah. Une heure d'édition spéciale en direct sur i24 News avec l'ensemble de nos équipes mobilisées. Bienvenue et merci d'être avec nous en direct donc sur i24 News, nouvelle édition spéciale au 30e jour de l'opération Rugissement du Lion. Alors quelle direction est donc en train de prendre ce conflit au Moyen-Orient? Au plus grand monde, il faut le dire, ne semble croire en une issue diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Pour répondre à ces interrogations, avec nous ce soir, Mathias Inbar, bonsoir, notre expert défense, Jonathan Serrero, analyste et reporter, et Déborah Benayoun, journaliste. Vous êtes notre garantie un petit peu de ne rien manquer côté info ce soir. On va bien sûr commencer par un état des lieux. Partons rejoindre tout de suite notre envoyé spécial qui est en direct du nord d'Israël. Bonsoir Chani Guidalia. Et Chani, cette région de la Galilée toujours sous la double menace de l'Iran et du Hezbollah. Encore beaucoup d'alertes aujourd'hui. Et puis en face, Tsahal, on le disait, très actif au Liban. Exactement, donc les alertes qui ont retenti il y a quelques minutes, cette fois dans la région de Tzfat. Mais comme vous l'avez dit, eh bien, Tsahal qui intensifie aussi ses opérations au Liban. Et l'armée qui a détaillé certaines des opérations qui ont été menées par la brigade Givati aujourd'hui. Les soldats qui ont neutralisé plusieurs terroristes du Hezbollah qui tentaient de poser des explosifs. Et puis l'armée qui a aussi découvert un dépôt d'armes avec des dizaines de missiles anti-chars, des grenades et des explosifs. Donc oui, il y a une intensification des opérations de Tsahal et pas seulement que dans le sud du Liban, mais également dans la région de Beyrouth et dans la vallée de la Bekaa. Un peu plus tôt, l'armée avait annoncé avoir mené plus de 200 frappes aériennes et neutralisé plus de 200 infrastructures terroristes au Liban. Et pourtant, aujourd'hui, comme les jours précédents, eh bien, le nord d'Israël a essuyé énormément de missiles et des envois de drones. Il y a eu, donc, comme je l'ai dit, des alertes qui ont retenti il y a quelques minutes dans la région de Tzfat, mais il y a eu aussi des alertes dans la région de la Galilée tout au long de l'après-midi. Et donc, on voit que le Hezbollah continue d'intensifier ses attaques contre les habitants du nord d'Israël, mais aussi contre les soldats qui opèrent actuellement au sud Liban. L'armée a annoncé ce matin une perte d'un soldat dans ses rangs. Il s'agit du sergent Moshe Yitzhak Cohen Katz, qui était combattant au sein de la brigade parachutiste. Il était âgé de 22 ans. Lors de cette attaque, il y a d'autres soldats qui ont été blessés. Et puis une autre attaque a fait également 5 blessés côté israélien. Donc dans cette optique, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir se sont rendus, ont mené une évaluation de la situation au commandement nord. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il avait ordonné d'élargir la zone de sécurité déjà existante. Je vous propose de l'écouter. Il faut comprendre que Nasrallah a accumulé ici une grande force. Il croyait qu'avec cette force, il nous détruirait. Eh bien, nous avons éliminé Nasrallah. Nous avons éliminé des milliers de terroristes du Hezbollah. Et nous avons éliminé par-dessus tout la menace immense de 150 000 missiles et roquettes qui étaient destinés à détruire l'État d'Israël. Mais le Hezbollah a encore une capacité résiduelle de lancer des roquettes vers nous. Et ce dont j'ai discuté aujourd'hui avec les commandants ici, ce sont les moyens de supprimer également cette menace. Chers citoyens d'Israël, je ne peux bien sûr pas vous faire participer à ces discussions, mais je peux vous dire que nous sommes déterminés à changer cette situation dans le Nord. Voilà, donc le Premier ministre qui était dans le Nord tout à l'heure. Chani, ça n'arrête pas, vous nous disiez en termes d'alerte. Et puis concernant le reste du pays, encore des attaques iraniennes aux missiles balistiques qui visent les populations civiles d'Israël. Oui, et principalement le sud, puisqu'il y a une demi-heure encore, il y a eu des alertes qui ont retenti dans le sud d'Israël. Donc la 4e fois en l'espace de 4 heures. Un peu plus tôt, c'était un missile à fragmentation qui a fait énormément de dégâts dans la ville de Beersheva, avec plus d'une vingtaine de points d'impact. 11 personnes qui ont été légèrement blessées. Et puis dans l'après-midi, il y a eu un site industriel dans la région de Neot Hovav qui a aussi été ciblé. Il y avait un risque de fuite de matière
côtière dangereuse avec un incendie. Donc c'est pour ça que les secours et les pompiers, il y a eu 34 unités de pompiers qui ont été mobilisées immédiatement sur les lieux pour tenter de maîtriser justement l'incendie. Ouais, des dégâts spectaculaires dans le sud, effectivement. Merci beaucoup, Chani Guidali, en direct d'Alonim, donc dans le nord d'Israël. Alors, on vient de le voir, un schéma quasi inchangé ces derniers jours. Beaucoup de travail, parfois dans la douleur, pour Tsahal au Liban. Et puis en Iran, Tsahal et l'US Air Force aux prises avec le régime. L'élément qui pourrait modifier la donne, ce serait donc ce scénario d'une offensive terrestre de l'armée américaine en territoire iranien. Déborah Benayoun, les plans, apparemment, seraient actuellement en cours de finalisation. Et pour Téhéran, eh bien, c'est une tentative d'invasion américaine qui est quasi certaine. C'est quasiment de l'acquis pour les Iraniens. Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est le Washington Post qui cite des responsables américains à ce sujet. Le Pentagone qui se préparerait donc à des semaines d'opérations terrestres en Iran. On le rappelle, il y a des milliers de soldats et de marines américains qui sont arrivés au Moyen-Orient. Alors a priori, d'après les informations dont on dispose, il ne s'agirait pas d'une invasion à grande échelle, mais plutôt de raids qui seraient menés par des forces spéciales et des troupes d'infanterie. Et dans ces plans, eh bien, il pourrait s'agir de la possible prise de contrôle de l'île de Karg et des raids sur d'autres zones côtières près du détroit d'Ormuz pour éliminer la menace militaire sur les navires. Alors il faut évidemment noter, comme vous l'avez précisé, que les Iraniens ne restent pas les bras croisés, puisque le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a récemment publié un message adressé directement au peuple iranien. Il affirme que les États-Unis, tout en lançant ouvertement des appels à la négociation et au dialogue, prépareraient donc secrètement cette fameuse attaque terrestre. Il déclare également, je cite, « L'ennemi prépare une attaque terrestre, ignorant que nos forces armées attendent l'intervention américaine pour les déclencher et punir leurs alliés dans la région. » Voilà qui est dit. En attendant, Déborah, qu'est-ce qu'on peut dire des opérations de Tsahal en ce moment, notamment dans le ciel iranien ? Eh bien déjà, il faut savoir que Tsahal a publié très régulièrement encore des communiqués. On parle de 140 cibles terroristes qui ont été visées dans l'ouest et le centre de l'Iran en l'espace de 24 heures, des sites de stockage de missiles balistiques, des sites de lancement également qui ont été visés. Il faut rappeler que Efi Defrin, le porte-parole de Tsahal, a marqué la détermination de l'armée israélienne. Il dit que l'Israël entend porter un coup décisif aux capacités militaires du régime iranien. Selon lui, d'ici quelques jours, l'armée israélienne achèvera la destruction de la majorité des capacités de production militaire de Téhéran, un processus dont il dit la reconstruction prendra a priori très longtemps. Il y a d'autres sites qui ont été visés, des sites de production d'armes, dont l'un des deux seuls sites de ce type en Iran, et où des composants critiques pour l'assemblage et l'activation de missiles y ont été développés. Et puis l'armée de l'air aussi qui a mené une vaste campagne de frappe apparemment hier soir pour viser là aussi encore des sites de production d'armement. Côté iranien, Déborah, quelles sont les prochaines cibles ? Alors là, cet après-midi, les Iraniens parlaient menacés de cibler, je cite, des cibles de grande valeur et des cibles stratégiques. Ils n'ont pas précisé lesquelles pour le moment, mais en tout cas, ce qui semble se présager, d'après ce qu'on voit, c'est que les gardiens de la Révolution ont menacé de viser des universités américaines implantées au Moyen-Orient parce qu'ils ont accusé les États-Unis et Israël d'avoir bombardé deux établissements d'éducation supérieure. Ils ont même répété encore cet après-midi que l'un des centres universitaires de 10 parents avait été visé pour la deuxième fois. Et ils ont fixé donc un ultimatum avant lundi midi, heure de Téhéran. Sans condamnation officielle de ces frappes, il y aurait donc des représailles qui pourraient être engagées. Le communiqué appelle les étudiants, enseignants et employés des campus américains dans la région à s'éloigner d'au moins 1 kilomètre de ces sites. Et donc, il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs universités américaines dans le Golfe, notamment une université du Texas ou encore la New York University aux Émirats arabes unis. Ciblé délibérément des étudiants. Merci beaucoup, Déborah. Vous restez évidemment avec nous. Nous sommes en ligne avec Edmund Fitton-Brown. Bonjour et merci. Vous êtes en direct d'Austin, au Texas, ancien ambassadeur britannique au Yémen et ancien coordinateur de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Alors d'abord, votre avis sur cette idée d'une opération terrestre des Américains en Iran. Est-ce que c'est une étape qui est difficilement évitable pour espérer aller de l'avant quand même face à un régime qui a démontré qu'il sait plus ou moins encaisser les coups qui sont venus du ciel ? Écoutez, je pense que les Américains sont très conscients des risques de troupes au sol. Ils savent que quand on fait entrer des troupes, il y aura des victimes et ça va changer la réaction américaine à la guerre. Je pense que les Américains réfléchissent à une opération beaucoup plus limitée. Ce qu'ils peuvent faire depuis les airs et depuis la mer, ils le feront. Mais
il y a des incursions limitées terrestres qui se feront, comme par exemple saisir des îles stratégiques dans le golfe Persique ou dans le détroit d'Ormuz. Il pourrait aussi avoir des objectifs terrestres limités sur certains sites nucléaires. Je pense que nous parlons de quelque chose de très limité en taille, mais qui reste très dangereux. Parce que, bien sûr, si vous occupez une île en face de la côte iranienne, vous êtes vulnérable. Vous devenez une cible fixe pour les troupes du côté de la côte contrôlée par les Iraniens. Et on imagine l'Iran très bien préparé. Donc, invasion limitée dans le temps comme dans l'espace, ça signifie quand même a priori risque d'enlisement limité. C'est vraiment l'objectif politique aussi de Donald Trump à travers une telle invasion limitée? Écoutez, il faut être honnête et dire que les Américains n'ont pas vraiment articulé clairement leur objectif de guerre. Il y a des idées différentes chez le président Trump et certains de ses officiels, et ça n'est pas toujours constant. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent obtenir, mais si nous supposons que l'un des objectifs clés est de réouvrir le détroit d'Ormuz, eh bien, on peut le faire en partie par les airs, en partie par la mer, mais il faudra escorter des navires, etc. Mais vous voudrez peut-être aussi saisir des îles stratégiques. Et là, ce serait une incursion limitée au sol. Et évidemment, il faut que les objectifs soient clairs, c'est-à-dire la destruction du programme nucléaire iranien. Et quand on parle de cela, certains disent que cela demandera des incursions limitées au niveau terrestre. Mais je ne dis pas que ce sera facile. Une incursion terrestre limitée, c'est une chose, mais vous créez une cible fixe et donc il faut être prêt à avoir des victimes, évidemment. Ouais, donc bien définir en amont les objectifs, dont celui sans doute de priver l'Iran de ses moyens de pression sur le commerce du pétrole. Alors l'autre paramètre du moment, et vous les connaissez bien, l'entrée en scène des Houthis qui ont tiré pour la première fois depuis le début de cette guerre contre Israël, les Houthis du Yémen. La question elle est double. Pourquoi maintenant, d'après vous, et pourquoi cette longue attente ? Et c'est une très bonne question. Les gens se posent cette question depuis le début de la guerre. Quand et si les Houthis vont être impliqués? Et je pense que dans une certaine mesure, ils ont senti le besoin moral de soutenir le régime iranien. Ils avaient déjà dit, avec des paroles très dures, qu'ils soutenaient l'Iran, mais ils étaient conscients qu'après un mois de guerre, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. On peut interpréter ce qu'ils ont fait comme étant c'est quelque chose, c'est une action unique et ils espèrent qu'il n'y aura pas davantage de conséquences. Comme vous le voyez, il n'y a pas de tort causé à Israël, ça a été une attaque directe en Israël, mais interceptée. Et donc peut-être que les choses sont calculées, ils ont juste montré pratiquement leur solidarité avec les Iraniens, mais n'ont pas donné aux Israéliens ou aux Américains de raison de répliquer. Peut-être que c'est la fin de l'affaire, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Et donc, il faut savoir, est-ce que les Houthis vont reprendre leur campagne d'attaque de navires en mer Rouge? Parce que si c'est le cas, alors là, on aura deux routes maritimes vitales, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, et le passage du Bab el-Mandeb en mer Rouge. Et tous ces deux passages paralysés, et là, ce serait une pression énorme sur les alliés américains pour réouvrir ces deux passages. Ouais, deux goulots d'étranglement, effectivement. En deux mots pour conclure, vous dites que c'est l'Iran qui pousse là, les Houthis à intervenir, peut-être malgré eux, parce que les Houthis risquent gros a priori. Écoutez, on n'a pas de visibilité ou de certitude sur exactement ce que disent les Iraniens aux Houthis. Une des questions qu'on essaie d'analyser, c'est si les Iraniens retiennent certaines options délibérément, ou bien est-ce qu'ils n'ont plus ces options? En d'autres termes, est-ce qu'ils ont dit aux Houthis ne faites pas encore quoi que ce soit, mais vous pourrez le faire à l'avenir, ou bien est-ce qu'ils ont dit aux Houthis s'il vous plaît faites maintenant quelque chose, et c'est tout ce qu'ils ont fait? Les Iraniens ne contrôlent pas les Houthis, bien que les Houthis soient très proches des Iraniens et feront tout ce qu'ils peuvent pour les aider. Ils ne prennent pas leurs ordres auprès des gardiens de la révolution. Et donc, s'ils peuvent faire les choses pour les Iraniens depuis le Yémen, oui, mais on n'est pas sûr. Et donc, l'autre point qu'on peut se demander, combien de dommages
est-ce que les Houthis ont subi l'année dernière dans leur conflit avec Israël et les États-Unis? Ils ont utilisé beaucoup de leurs capacités à l'époque et les capacités iraniennes de les fournir depuis lors a été limitée. Donc peut-être que les Houthis ne sentent pas que ce soit le moment idéal pour eux d'entrer dans ce conflit. Peut-être qu'ils voudront faire quelque chose à l'avenir. Et le dernier point que je soulèverai, c'est que c'est la campagne de la mer Rouge qui, pour défendre, si vous voulez, la solidarité avec les Palestiniens, et dès qu'il y a eu un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les Houthis ont arrêté leur campagne en mer Rouge. Et ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en place. Et donc il est possible que les Houthis n'aient pas l'intention d'entrer en guerre de manière totale. Ouais, à surveiller en tout cas l'attitude des Houthis du Yémen pro-Iran. Merci beaucoup à vous, Edmund Fitton-Brown, d'avoir répondu à nos questions en direct du Texas ce soir. Jonathan Serrero, il y a des questions de fond quand même, notamment ce qu'on a dit, les objectifs de fond. Est-ce qu'on peut deviner si l'objectif en ce moment des Américains et des Israéliens, c'est de neutraliser une menace immédiate, donc on est sur du court terme, ou bien de carrément redessiner peut-être les équilibres régionaux, donc sur du long terme? C'est de remporter cette guerre, d'obtenir la victoire sur l'ennemi iranien. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis victoire? C'est un changement de paradigme au sein même de l'appareil sécuritaire israélien qui a été habitué durant toutes ces années à conclure ces guerres par des accords diplomatiques. Aujourd'hui, il y a une convergence d'intérêts entre Israéliens et Américains sur le fait qu'il faille aujourd'hui débarrasser l'Iran de son programme nucléaire, de son programme de missiles balistiques et surtout couper le lien entre l'Iran et ses proxys, que ce soit avec le Hezbollah, mais aussi avec les Houthis. Encore ce soir, il y a des messages du côté de la Maison-Blanche, du côté de Washington et du côté de Donald Trump qui indiquent qu'il y a une coordination parfaite entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, et il aurait été demandé de la part de Washington à Jérusalem de frapper encore plus fort les infrastructures iraniennes. Ce sont les messages qui sont transmis ce soir de la part de la Maison-Blanche, et cela coïncide aussi avec cet ultimatum, cette prolongation de l'ultimatum de Donald Trump de 10 jours supplémentaires. Cela laisse encore à Tsahal cette liberté d'action contre l'ensemble des infrastructures militaires iraniennes. On le voit au regard de ce qui nous a été transmis depuis le début de ce journal, des cibles visées. Donc aujourd'hui, il y a une volonté du côté de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump de redessiner, de rabattre les cartes du Moyen-Orient avec notamment un partenaire, l'Arabie Saoudite, et c'est le sens des déclarations qui ont été faites par Donald Trump pas plus tard qu'hier. Ouais, on y revient sans doute sur l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est plutôt rassurant en termes de signaux pour Israël. Mais la question qu'on se pose aussi, Mathias Inbar, c'est vrai que si d'un côté les objectifs sont très clairs côté israélien, cette coopération qui est unique, qui est un atout assez inouï pour Israël avec les États-Unis, d'un autre côté, est-ce qu'elle permet vraiment à Israël d'atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une limitation de temps en temps de la part des États-Unis vis-à-vis d'Israël sur les vrais objectifs vitaux d'Israël? En l'occurrence, la seule limitation qui a été imposée par l'administration américaine, c'est de ne pas toucher pour l'instant les zones énergétiques de l'Iran. C'est exactement ce qu'a dit Benjamin Netanyahou en conférence de presse. Il n'y a pas de surprise. Il l'a dit et en hébreu et en anglais. « If President asks me to, I will ». Si le président me demande de ne pas le faire, je le ferai. Donc exactement, il l'a été très clair, Benjamin Netanyahou. En revanche, je peux vous confirmer ce soir qu'en parallèle de ces discussions ou de cette volonté de Washington d'arriver à des négociations, pour l'instant, il n'y a pas de limitation d'action et d'opération d'Israël. C'est clair, net et précis, c'est exactement ce que m'ont confirmé des officiers de l'armée israélienne. Il n'y a pas de limitation de la part de l'armée américaine ou de l'administration américaine vis-à-vis de nos actions. La preuve en est, c'est que ce matin, en briefing sécuritaire, j'ai pu poser la question au porte-parole international dans l'armée israélienne, et il me confirme très clairement, nous avons, au-delà de ce qu'on appelle l'instantané, l'opportunité d'une opération depuis les airs, eh bien nous avons deux objectifs aujourd'hui, de frapper toujours plus fort les industries militaires, donc y compris les industries aussi des gardes de la Révolution, plus le programme nucléaire de l'Iran. Et de ce côté-là,
il n'y a pas de veto du côté des Américains. Donc ça fait une marge de manœuvre assez large quand même pour Israël. Merci messieurs pour rester avec nous. Une autre question, c'est comment débloquer donc les voies commerciales de l'énergie en dehors des options militaires qu'on vient d'évoquer à l'instant. Eh bien, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, vous allez voir, qui est déjà en train de s'organiser. Objectif, trouver au plus vite des voies de contournement d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. On interroge à ce propos ce soir Michel Fayad qui nous rejoint. Bonsoir et merci. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Alors on voit que cette crise d'Ormuz, elle bouleverse totalement aujourd'hui la carte énergétique mondiale. Mais est-ce que d'abord, vous êtes surpris, vous, par le manque apparent d'anticipation de la part d'une bonne partie du monde? Parce qu'on a l'impression qu'on aura attendu de se retrouver face au fait accompli pour réfléchir enfin à des solutions. Ça risque de coûter très cher quand même au final à l'économie mondiale. Oui, mais il ne faut pas non plus exagérer les conséquences sur l'économie mondiale, parce que les Iraniens eux-mêmes vont subir des conséquences très importantes. Vous savez que l'économie iranienne va extrêmement mal. Le président iranien a dit qu'il y a un risque d'effondrement de l'économie iranienne dans les 3 prochains mois. 3 prochains mois, c'est assez rapide. Et puis surtout, si l'île de Karg tombait entre les mains des armées israéliennes et américaines, cela aurait comme conséquence de couper toutes les sources de revenus pétrolières de l'Iran, qui constituent l'essentiel de leurs revenus. Et donc, si jamais, et c'est déjà le cas, ils ne pourraient plus payer les soldats et les gardiens. Quand je dis c'est déjà le cas, c'est qu'il y a déjà des délais de paiement des salaires des soldats et des gardiens de la Révolution. Mais si jamais il n'y avait même plus de capacité à les payer, à un moment donné, le régime serait vraiment face à une crise économique eux-mêmes sans précédent. Donc au départ, quand on disait que l'avantage d'Israël et des États-Unis, c'est d'aller vite et de faire une guerre très courte, et l'avantage des Iraniens, ça serait d'aller vers une guerre très longue, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, même pour les Iraniens, ce n'est pas tellement bon que la guerre soit longue, parce qu'il y aurait des conséquences beaucoup trop coûteuses pour eux. C'est pour cela que les Houthis sont rentrés en guerre officiellement hier, parce que justement les Houthis peuvent faire très très mal à l'économie mondiale, non seulement avec le détroit de Bab el-Mandeb, mais également en frappant toute la production pétrolière d'Arabie Saoudite. Ça serait quand même le tiers du pétrole mondial qui serait mis hors jeu. Et puis également la capacité de frapper l'oléoduc Sumed, c'est-à-dire Suez-Méditerranée, qui traverse donc l'Égypte et qui en fait exporte vers l'Europe 2 500 000 barils de pétrole par jour. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a des doutes sur l'endurance de l'Iran dans le cadre d'une guerre d'attrition. Mais en tout cas, on voit que certains pays s'activent, dont d'ailleurs Israël, pour proposer des itinéraires de contournement. Ça prend du temps. Vous pensez qu'à court terme, ce sera insuffisant pour résoudre ce problème immédiat quand même d'Ormuz, avec 2000 navires a priori qui sont toujours bloqués? Oui, à court terme, ça va pas avoir de grandes conséquences. Ce sont plutôt des projets à long terme. Et en plus, il y a énormément d'incertitudes, puisqu'on sait que l'un des projets, est même un projet contre Israël, puisque c'est un projet qui contournerait également Israël pour passer via la Syrie. Donc, vous voyez, mais tous ces projets vont prendre du temps et nécessitent également des investissements. Et aujourd'hui, personne n'a le temps et personne ne souhaite investir dans une région où il y a trop d'incertitudes et n'importe quelle infrastructure peut être détruite. Même les Iraniens ont frappé à nouveau l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, qui lui envoie plus d'1 million de barils de pétrole par jour vers l'Europe. Donc, vous voyez, il y a trop d'incertitudes. Et là, tout à l'heure, je voyais un rapport d'une banque américaine disant que bien, les gens, les expatriés à Dubaï sont prêts à vendre leur appartement à moitié prix, juste pour pouvoir vendre et partir. Ouais, c'est assez incroyable. En tout cas, on risque d'assister à une concurrence, parce qu'on parle aussi, vous dites la Syrie, très risquée, mais il y a aussi l'Égypte et la Turquie qui souhaiteraient s'inscrire sur cette nouvelle route. En 2 mots, c'est une concurrence vis-à-vis d'Israël qui est peut-être la valeur sûre, du coup. Oui, non, ils vont essayer. Vous savez, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas que l'Iran qui est l'ennemi d'Israël dans cette région. Il y a également tous ces pays arabes sunnites dans la région qui sont également, même si les Israéliens ont envie de rêver des accords d'Abraham, en fin de compte, eux, dans leur cœur, ils souhaiteraient eux aussi terminer d'Israël d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils essayent et ils étudient des voies de contournement d'Israël, y compris, comme je le disais, de passer par la Syrie. Et on sait que la Syrie aussi ambitionne un jour d'attaquer Israël et aujourd'hui ambitionne d'attaquer le Liban.
Avec un régime effectivement issu du djihadisme. Islamiste. Voilà, Al-Shara. Merci infiniment à vous, Michel Fayad, pour cette analyse géopolitique. Alors l'économie mondiale qui tremble, et au fait, qu'en est-il aujourd'hui de l'économie iranienne? On l'a mentionné à l'instant, figurez-vous qu'elle pourrait s'effondrer d'ici 3 semaines à 1 mois. En tout cas, c'est le président iranien lui-même qui aurait tenté de le faire comprendre au commandant des gardiens de la révolution, Ahmad Vaidi, avec qui d'ailleurs la relation serait devenue assez électrique ces jours-ci. Nous sommes avec Steve Oana qui nous rejoint. Bonsoir et merci, polytechnicien et professeur d'économie, chargé de cours à l'université Reichmann. Alors, 5e semaine de guerre déjà, en sachant qu'on était sur un rythme d'inflation annuelle de 72% en Iran en décembre, au moment du déclenchement de la contestation. Comment décrire le marasme économique qui frappe actuellement l'Iran? Bon, ce marasme économique, il date pas d'hier. Il date d'au moins plusieurs années, voire plus. C'est quelque chose de chronique. C'est un régime à bout de souffle. C'est une économie dysfonctionnelle sur tous les plans. Une économie qui est accaparée à plus de 50% par les gardiens de la révolution. Tous les secteurs clés, comme l'énergie, les communications, sont accaparés par les gardiens de la révolution. Une économie qui souffre de manque d'eau chronique depuis plus de 10 ans. Une économie où l'inflation, la monnaie est complètement a perdu toute crédibilité, toute confiance. Une économie où finalement les investisseurs étrangers ne viennent plus, ne participent plus. Une économie sous sanction depuis que Trump est sorti de l'accord iranien pendant son premier mandat. Donc c'est une économie paria, une économie qui s'en sort avec des systèmes d'évasion de sanctions où notamment la Chine joue un rôle clé et c'est pas assez souvent mentionné, mais c'est une économie déjà complètement branlante et que la guerre ne vient que porter le coup final. Ouais, c'est ça. Parce qu'on parle de problèmes d'eau récurrents aussi, hein, en plus de tout ça. Mais quelles sont les principales failles structurelles, on va dire, de l'économie iranienne, comme vous dites, qui sont aggravées par le conflit? Finalement, c'est aussi des orientations politiques, tout simplement, d'investir autant d'argent dans le militaire et dans la lutte contre Israël. Le prix, c'est aujourd'hui. C'est ça, exactement. C'est donc, comme j'ai dit, une économie très concentrée, une économie très orientée vers la guerre contre l'Occident et en particulier contre Israël, et donc une économie qui n'a pas su se mettre au service de sa population et du développement économique, de la croissance de sa propre population, et qui pourtant a des ressources au niveau énergétique, évidemment, le gaz et le pétrole, mais même au niveau scientifique, c'est une population d'un niveau très élevé. Puisque tout le savoir qu'ils mettent pour le développement de leur arsenal nucléaire, de leur enrichissement d'uranium, etc., ils pourraient le mettre au service de leur propre développement économique, et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Et c'est ce que leurs voisins, de plus en plus, cherchent à faire. Donc finalement, là, mon prédécesseur a dit, les voisins, ils cherchent aussi à la disparition d'Israël d'une manière ou d'une autre. Je suis en désaccord avec ça. De plus en plus, les voisins d'Israël cherchent autre chose que ça. Ça, c'était le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, c'est que tout le monde cherche le développement économique. Avec peut-être des nuances. C'est pour ça qu'Israël apparaît de plus en plus comme une solution et plus qu'un problème. Avec des nuances peut-être entre le Qatar, les Émirats. Mais en tout cas, vous dites vous aussi, on va en parler dans un instant parce qu'il y a des réactions aussi en plateau, mais avec Hormuz, l'Iran se fait mal aussi à lui-même, en quelques mots. Oui, alors oui et non. Ils ont trouvé un peu la quadrature du cercle. On pouvait penser qu'en fermant Hormuz, ils allaient s'empêcher eux-mêmes d'exporter leur pétrole. Finalement, ils ont trouvé une façon de continuer à exporter leur pétrole à la Chine, à l'Inde, sous le regard, disons, plus ou moins bienveillant des États-Unis, parce que ça permet de relâcher un petit peu les tensions sur le marché international du pétrole. Mais je pense que c'est que provisoire. S'ils continuent dans une politique de non-concession, d'inflexibilité par rapport à l'enrichissement d'uranium, les États-Unis vont bientôt couper le robinet et les empêcher d'exporter la moindre goutte de pétrole. À suivre, hein, avec aussi ce match pétrodollar, pétro-yuan. En tout cas, il faudra un changement radical de perspective politique, comme vous dites, un vrai changement de régime pour remettre sur pied cette économie. Vous restez avec nous quelques instants, Steve Oana. Réaction de Jonathan Pascoussi, a eu des frappes sur l'industrie sidérurgique iranienne, et ça, c'est important.
Oui, deux sites très importants, non confirmés par l'armée israélienne. C'est important de le signaler. Alors peut-être que ça explique aussi les frappes contre certains sites du sud du pays. Mais en tous les cas, concernant cette industrie de l'aciérie en Iran, l'Iran fait partie des 10 premiers pays producteurs d'aciérie. 32 milliards de tonnes d'acier produits en Iran, près de 7 milliards de dollars de rentrée d'argent pour la République islamique. Donc c'est une manne importante pour l'Iran. Cela permettait ces industries de contourner les sanctions internationales qui étaient imposées à la République islamique. Cela donnait de l'oxygène aussi aux infrastructures civiles et militaires de la République islamique. Donc c'est deux frappes importantes menées a priori par l'armée israélienne et par l'armée américaine. Et donc il faudra voir les réactions aussi de la République islamique concernant ces deux frappes, David. Effectivement, les réactions, Mathias, par rapport à ce qui a été dit, on est trop naïf par rapport à l'attitude de certaines monarchies du Golfe vis-à-vis d'Israël aujourd'hui ? Mis à part le Bahreïn, qui subit actuellement les foudres, encore une fois, de l'État du régime terroriste iranien, n'oubliez pas quand même que l'Iran a essayé de déstabiliser le Bahreïn il y a plus de 10 ans, lors du printemps arabe, parce qu'il y a une majorité de chiites. Les Émirats, officiellement, publiquement, disent qu'ils rejoignent les États-Unis, mais ne disent pas rejoindre Israël. Et en fait, il y a une énorme réticence vis-à-vis d'Israël, encore dans les monarchies du Golfe. N'en parlons pas de Mohammed Ben Salman, qui, derrière les caméras de télé, parle et accueille chaque semaine, ou presque chaque semaine, des représentants israéliens, mais au niveau public et au niveau officiel, ne le dit pas. Donc il faut faire attention quand même que, oui, les accords d'Abraham, c'est un bon support, mais il y a derrière le poids de la rue arabe qui fait que ces monarchies-là, pour l'instant, n'arrivent pas à dire le mot Israël sans dire « mais ». 3 petits points. Et oui, tout ça malgré l'accord d'Abraham, et ça nous fait penser aussi aux accords avec l'Égypte et la Jordanie, Jonathan. Quelques mots. Oui, et ce que je voulais rajouter rapidement, David, c'est que du côté de Donald Trump, on ne comprend pas la position des monarchies du Golfe. Donald Trump aurait fait part de son irritation à ses principaux conseillers, aux principaux hauts responsables américains concernant la position notamment de l'Arabie saoudite. Et c'est le sens des déclarations qui ont été prononcées par Donald Trump contre le prince MBS Mohammed Ben Salman, des déclarations assez salées que je ne répéterai pas ce soir. Mais en tous les cas, Donald Trump presse MBS a normalisé ses relations avec Israël. C'est quelque peu l'équation qui est imposée aussi aujourd'hui au prince héritier saoudien de choisir son camp, tout simplement.